Bienvenue dans ce module 2 d'apprentissage de TensorFlow. Il est question pour nous d'acquérir des connaissances afin de pouvoir créer plus tard nos propres modèles et de les parfaire à nos besoins. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre grâce à TensorFlow qu'est-ce que c'est qu'un tensor, comment ça fonctionne, comment on les utilise pour véritablement créer des modèles en intelligence artificielle. Parce qu'il est important de comprendre ces notions sans lesquelles on ne peut pas réajuster véritablement son modèle. Donc, il est important de comprendre la base, il est important de comprendre comment TensorFlow fonctionne pour pouvoir faire ces choses-là plus tard. Alors, pour ceux jusqu'à présent qui ne connaissent pas ce que c'est que TensorFlow, il faut que je le rappelle, TensorFlow est une librairie qui a été créée et qui est maintenue par Google, qui permet de pouvoir implémenter des modèles mathématiques d'intelligence artificielle assez rapidement sans pour autant comprendre toute la complexité qu'il y a derrière. Donc, c'est par exemple faire du gradient descent, des algorithmes de base, etc. Donc, TensorFlow va nous faciliter la tâche à l'implémentation de ces modèles-là. Il est donc important de comprendre véritablement les notions de base. Même si on n'a pas toutes les connaissances mathématiques qui sont réunies, donc TensorFlow en lui-même intègre déjà plusieurs représentations algorithmiques de tout ce qu'on va vouloir faire. Donc, ce qu'on aura donc besoin de faire, c'est comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui existe et comment on peut utiliser tout cela pour pouvoir créer et parfaire nos modèles d'intelligence artificielle. Donc, pour cette suite de formation, on va utiliser Google Collaboratory, qui est un outil de travail collaboratif de code en ligne. Donc, ça nous permet d'exécuter des scripts via une interface semblable à Jupyter. Donc, dans cette vidéo, j'ai eu à écrire tout ce qu'on aura besoin de connaître, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais parcourir dans chaque vidéo. Vous aurez donc un fichier Collaboratory dont le lien sera disponible en description. Comme ça, vous pourrez cliquer pour aller directement consulter le fichier. Et vous-même, vous pourrez tester, modifier des variables, etc. pour directement interagir avec le code. Et aussi, l'intérêt d'utiliser donc Google Collaboratory, c'est qu'on n'aura pas besoin d'installer forcément TensorFlow sur son ordinateur, ce qui peut être possible, mais on n'aura pas besoin de l'installer sur son ordinateur. On va directement utiliser les ressources en ligne parce que tous les paquets sont directement en ligne, donc pas besoin de se casser la tête à ce niveau. Alors, pour la formation, pour chaque vidéo et pour chaque explication qui sera en fait, on a une version française et on a une version anglaise. La version en français sera toujours disponible en lien, sauf que pour le cours, j'ai une préférence particulière pour l'anglais. Donc, vous pourrez aller consulter le fichier en français si vous voulez comprendre, si vous êtes francophone et tout. Mais je vais continuer à coder, je vais réexpliquer avec le fichier en anglais parce que c'est plus pertinent. Et en anglais aussi parce qu'il y a des mots-clés qui sont utilisés. Donc, si on fait une formation complètement en français et que plus tard, vous avez la chance de travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous pouvez être perdu par les mots que les gens vont utiliser en anglais. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de faire véritablement en anglais. Mais tout autant, il y a un fichier en français qui vous permet de comprendre véritablement ce qui se passe. Pour continuer, je vais tout simplement suivre tout ce que j'ai eu déjà à écrire pour m'assurer que je ne me perds pas et que je ne vous perds pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement avec TensorFlow? Avec TensorFlow, on peut faire de la classification par image, on peut faire du data clustering, on peut faire de la régression, on peut faire du reinforcement learning, du natural language processing et bien d'autres encore qui concernent l'intelligence artificielle. En réalité, ce que TensorFlow fait, c'est qu'il nous donne des outils puissants et un ensemble de mathématiques très complexes que nous allons utiliser très facilement pour pouvoir implémenter ce qu'on veut faire. Donc, s'il fallait recommencer à créer ces modèles à zéro, un neural network à partir de zéro et tout, ça devait être très compliqué. Donc, voilà tout l'intérêt de TensorFlow parce qu'il nous donne un ensemble de choses qu'on peut utiliser. Maintenant, la tâche nous revient à nous de comprendre comment utiliser ça et de pouvoir utiliser véritablement le framework. Alors maintenant, on va voir comment TensorFlow fonctionne. La façon dont TensorFlow fonctionne est différente un petit peu de la façon dont on code en général, de la façon dont on exécute des fonctions en général. Donc, dans TensorFlow, il existe deux choses sur lesquelles le framework repose, les graphes et les sessions. Alors, pourquoi utiliser des graphes? Le graphe ici, c'est parce que TensorFlow, dans tout ce qu'on exécute dans TensorFlow, toutes les instructions qui sont données à TensorFlow sont envoyées dans un graphe d'exécution qui ne sont pas forcément exécutées ou évaluées par le compilateur directement, mais qui sont stockées quelque part et permettent de définir les implémentations qui vont être faites après. Donc, imaginez cela un peu comme des équations mathématiques où on n'évalue pas forcément ou on ne remplace pas forcément par les valeurs, mais on sait qu'à ce niveau, x égale à telle chose, y égale à telle chose, et on garde ça en mémoire pour ensuite, après, pouvoir
exécuter. Donc, en général, avec le graphe, le concept est différent. On n'aura pas une réponse de type, on sait que c'est 70% ou 20% ou 50%. Mais là, on a des flots d'instructions qui sont stockés parce que après, on pourra maintenant utiliser tous ces flots d'instructions pour exécuter quelque chose. Et ce qui est bien justement avec les graphes, c'est qu'ils sont interliés. Donc, par exemple, si vous avez une fonction x1 qui est égale par exemple à x2 plus x3, pour avoir le résultat de x1 à l'implémentation, il va falloir d'abord aller regarder qu'est-ce que x2 est. Si x2 est égal peut-être à x4, on va revenir ensuite recalculer x3 pour ensuite calculer x2 plus x3 et donner cette valeur à x1. C'est de cette façon-là donc les flots d'instructions sont liés et permettent ensuite de pouvoir obtenir un résultat final. Donc on commence par quelque chose de moins complexe pour arriver à quelque chose de plus complexe. Voilà donc l'utilité des graphes dans TensorFlow. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. On va comprendre cela au fur et à mesure. Donc maintenant, on peut passer aux sessions. C'est quoi donc les sessions dans TensorFlow? Les sessions sont les exécutions de certaines parties du graphe. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, les sessions permettent d'exécuter une certaine partie, puis une certaine partie, ensuite une certaine partie pour avoir un résultat final. Donc les sessions ici peuvent être considérées comme les exécutions des parties de ces flots d'exécution ou les exécutions d'un certain compartiment du graphe ou d'une certaine partie du graphe qu'on va utiliser plus tard. Donc les sessions alliées au graphe permettent donc de faire quelque chose qui est facilement divisible parce qu'on peut donc exécuter donc partie par partie de notre graphe, de notre flot entier d'exécution pour avoir quelque chose à la fin. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ce sont des notions qui sont très faciles. Vous allez comprendre cela au fur et à mesure que nous allons évoluer, que nous allons véritablement implémenter des choses et des exemples. Et là, nous tombons donc dans la partie de comment installer TensorFlow et comment l'utiliser. Tout à l'heure, j'ai parlé de Google Collaboratory, mais il s'agit de quoi en réalité? Alors, il s'agit d'une instance d'un notebook Jupyter qui réside sur un serveur dans le cloud, sur un serveur de Google, bien sûr. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va venir ici, on peut faire un nouveau notebook et là, on va créer une nouvelle instance Jupyter qui va s'exécuter directement sur un serveur de Google. Et on a donc cette interface qui nous permet de communiquer avec le serveur, qui nous permet de communiquer avec cette instance Jupyter. Donc, ici, directement, on peut importer tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'installer quelque chose parce que c'est connecté directement au serveur de Google. Et ce serveur a déjà tous les librairies Python dont nous aurons besoin, c'est-à-dire TensorFlow, NumPy et tout ce qu'on pourra utiliser par la suite. Et pour donc installer localement, je ne vais pas montrer comment le faire, mais dans le notebook, vous avez quelques indications sur comment vous pouvez utiliser pip pour installer rapidement. Donc, vous allez, en fonction de votre CPU, en fonction de GPU compatible, vous allez installer l'un ou l'autre ou tout simplement suivre le lien qui est dans cette description et aller suivre la procédure d'installation de TensorFlow. Alors, pour vous montrer véritablement que ce notebook n'est pas différent de Jupyter, on va faire quelques tests. Mais avant tout, le nom notebook provient du fait qu'on peut exécuter pas seulement du code, mais aussi on peut ajouter du texte. Donc là, vous pouvez voir que ici, j'ai du texte et ensuite, j'ai du code quelque part là. Et ce texte, c'est basé sur le Markdown qui est une façon de pouvoir styliser les textes directement dans le notebook. Alors, donc, si on revient là, pour vous montrer comment fonctionne cette section, ce qu'on va faire, c'est on va créer une fonction func, tout simplement, au func1. Et là, on va faire de l'affichage simple. Par exemple, test func1. OK. Et là, je vais exécuter. Hop là. C'est bon. Et là, je peux ajouter une autre section de code. Et ensuite, je vais donc faire appel à ma fonction func1. OK. Si j'exécute fin1, on a donc ce résultat qui est tout à fait logique. Maintenant, qu'en est-il si je reviens créer une autre fonction func2? Et dans la fonction func2, je vais afficher de façon pareille. Je vais afficher test func2. OK. Et là, je n'exécute pas cette section. Et je reviens plutôt appeler, par exemple, func2 à ce niveau. OK. Lorsqu'on a comme résultat, on a une erreur. Donc, ce que vous avez sûrement constaté, c'est que pour que tout ceci marche, il faut exécuter la première section qui va donc mettre tout cela, toutes ces exécutions en mémoire dans une sorte de namespace, dans une sorte d'environnement pour ensuite, donc, par la fin, pouvoir utiliser. Ça veut dire que si on n'exécute pas cette section et qu'on revient exécuter, faire l'appel à la fonction, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais réexécuter. Ensuite, si je réexécute à ce niveau, là, ça marche. OK? Donc, maintenant, qu'en est-il si je supprime cette fonction et que j'exécute une fois de plus?
et je reviens exécuter func2. Ça marche toujours. Mais pourquoi ça marche toujours? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la fonction func2 est déjà dans la mémoire, est déjà dans le namespace, est déjà dans l'environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on appelle encore func2, ça marche normalement. Donc, ça pouvait être à ce niveau, ça pouvait être à un autre niveau de section. C'est pour ça que ça marche. Donc, pour que func2 ne marche plus, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici au niveau des exécutions, on va faire réinitialiser l'environnement ou tout simplement redémarrer l'environnement. Ok, je vais faire une erreur. Ok, je vais donc faire oui. Et quand je fais oui, mon environnement est réinitialisé. Et là, même si j'exécute func1, ça ne doit plus marcher normalement. Regardez, ça prend un tout petit peu de temps. Maintenant, parce que j'ai réexécuté tout l'environnement du zéro. Donc, on a cette exécution qui ne marche pas. Donc, je serai obligé de mettre func1 encore, d'exécuter. Et là, quand j'ai exécuté, j'exécute func2, ça ne marche pas. Mais si j'exécute func1, ça va marcher. OK? Donc, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, de la même façon, on peut donc faire des importations. On peut faire des importations telles que NumPy ASNP. OK? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu NumPy. Donc, si j'exécute là, ça va marcher. Tout simplement parce que le serveur contient tous les packages dont on a besoin. On n'a pas besoin d'installer forcément un package spécifique. Alors, je ne suis pas en train de faire un tutoriel complet sur Google Collaboratory, mais je vous montre quelque chose de basique. Là, vous avez par exemple la RAM, vous pouvez voir le nombre de RAM que vous avez, le nombre de mémoire que vous avez, 107 et 12 Go de RAM. Donc, ce n'est pas un tutoriel complet sur Collaboratory, mais je vous montre des choses basiques. OK, là maintenant, on peut passer donc à l'importation de TensorFlow. Donc, comment importer TensorFlow? Avant d'importer TensorFlow, si vous êtes en local, vous avez d'abord besoin d'installer TensorFlow. Et ce, vous le faites avec cette petite documentation que j'ai fait ici en description, que vous pouvez utiliser pour installer TensorFlow. Et en fonction de votre CPU ou GPU compatible, vous installez l'une ou l'autre version. Si vous avez des problèmes, vous allez aller checker ce lien qui vous permet donc d'installer en local. Puisque nous travaillons sur Google Collaboratory, je vous ai dit tout à l'heure, tout est disponible déjà sur le serveur. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est importer TensorFlow. Voilà, on tombe dans la session d'importation de TensorFlow. Et pour importer TensorFlow, on a besoin de spécifier quelque chose. On a besoin de spécifier la version de TensorFlow, d'indiquer au serveur que voilà, on veut telle version. Pourquoi? Tout simplement parce que TensorFlow est sur un serveur et le serveur peut avoir plusieurs versions de TensorFlow. Ça peut être les versions 1.4, 1.5, 1.8. On est obligé donc de spécifier une certaine version. Et ceci n'est valable que lorsque vous êtes sur CollabStory ou sur Jupyter. CollabStory dans ce notebook, en effet. Donc, si vous êtes en local, vous n'avez pas besoin d'indiquer cette ligne. Il va directement considérer la version qui est disponible dans votre environnement Python. OK? Donc, on va copier cette ligne fraîchement qu'on va coller après. Ensuite, on peut donc importer TensorFlow en faisant un alias TF parce que c'est comme ça qu'on fait dans le domaine. C'est la même façon que lorsque vous faites import NumPy as NP. Donc, on fait import TensorFlow as TF. Donc, c'est juste un alias. Donc, je vais revenir ici. À ce niveau, je pourrais supprimer ça. OK, je supprime ça, je supprime ça. Et ensuite, je peux donc faire ça. Dès que je spécifie à ce niveau, je peux donc faire import TensorFlow as TF. Et ensuite, je vais donc afficher la version de TensorFlow en faisant tf.version. OK? Si j'exécute ça, ça prend un tout petit peu de temps justement parce que c'est la première fois qu'on importe aussi TensorFlow et tout. Donc, ça a besoin de spécifier et tout. Donc, voilà, on a donc TensorFlow version 2, donc l'API version 2. Si le vôtre est lent et peut-être trop lent, ce que vous aurez besoin de faire, c'est exécution, réinitialiser. Et en même temps, si le vôtre indique une autre version, peut-être version 1, vous aurez besoin de réinitialiser l'environnement parce que la version 1 serait peut-être dans l'ancienne code où j'avais NumPy. Donc, vous avez besoin de réinitialiser l'environnement pour importer une version différente. OK, donc il est temps de parler de Tensor. Alors, c'est quoi un tensor? Un tensor, c'est un vecteur généralement parlant, mais qui a une dimension hautement spécialisée. Donc, c'est un concept qui s'inspire beaucoup, et beaucoup même des vecteurs du côté mathématique, sauf que dans l'implémentation informatisée, le vecteur ici ressemble plus à un type de données, à un type d'objet que TensorFlow a défini pour pouvoir travailler avec. Tensor ici est donc un vecteur ou un type de données qui peut être de plusieurs dimensions. Ça peut être une dimension, ça peut être deux dimensions, ça peut être trois dimensions, etc. Ça peut être même quatre dimensions, c'est-à-dire une sorte d'image et des points à l'intérieur. Et quand on dit deux dimensions, c'est pas forcément comme en mathématiques, c'est-à-dire que les gens voient un vecteur avec des coordonnées. C'est pas forcément des coordonnées, mais ça revient plus dans la façon dont
le type de données est implémenté. Donc, de façon programmation, c'est tout simplement une liste qui peut avoir d'autres listes, qui peut imbriquer d'autres listes, etc. Et on considère tout cela comme un vecteur. Donc, ce vecteur-là a des dimensions spécialisées, hautement spécialisées, sont donc appelés des tensors. Donc, si on lit par exemple cette définition que j'ai mis ici, a tensor is a generalization of vector and matrices to potentially higher dimension. Donc, heureusement, ceci a du sens, mais peut-être vous ne comprenez pas maintenant. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va implémenter. Donc, un tensor, c'est généralement ce type d'objet-là. Lorsqu'on parlait tout à l'heure d'exécution des sessions dans un graphe, c'est généralement le tensor qui est exécuté. Donc, quand on dit qu'une session est exécutée, il y a des choses qui se passent. C'est parce qu'en réalité, le tensor est modifié, le tensor subit des modifications, etc. Donc, on parle donc d'exécution de cette session-là. C'est tout simplement du travail qui est fait sur les tensors. Et ce qui va tout droit directement avec le mot TensorFlow parce que l'ensemble des opérations qui sont effectuées sur des tensors, sur des vecteurs. OK? Donc, un tensor est constitué de deux choses, le data type et son shape. Donc, je préfère utiliser des mots en anglais parce que si vous tombez dans un cadre extrêmement anglophone, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez comprendre de quoi on parle. Donc, un tensor est constitué de deux types, son data type et son shape. Donc, le data type, c'est le type de données dont le tensor ou le vecteur va contenir. OK? Ça peut être du float 32, ça peut être du int, ça peut être du string. Et après ça, vous avez le shape. Le shape, c'est le type de représentation de données dans le vecteur en fonction des dimensions. C'est pour ça qu'on parle de shape. Donc, le shape ici en français, c'est comme une forme. Quelle est la forme de notre tensor? Est-ce que ça a une forme 3D? Est-ce que c'est une forme 3x3? Est-ce que c'est une forme 4x3, 4x2, etc. Donc, voilà. Donc, si vous ne comprenez pas ces notions, moi, je vous conseille très fortement d'aller regarder des vidéos, des petits cours sur NumPy 2 à 3 minutes pour comprendre véritablement comment ces types de données, ces data points sont implémentés. Donc, voilà en ce qui est du tensor. Et pour donc créer un tensor, on va utiliser la méthode de variable de TensorFlow qui permet donc d'indiquer le type de données ou le data type qui va être dans le tensor. Donc là, on peut donc mettre notre donnée, par exemple 324, un string par exemple, et ensuite on spécifie donc ce data type, ce type de données. Et si on parlait du rank ou le degré d'un tensor, le degré d'un tensor ou le rank d'un tensor, c'est tout simplement la dimension de ce tensor-là. Là, à ce niveau, dans la création de ces différents tensors, vous pouvez noter une différence entre ce type de création et ce type de création. Là, vous avez un flat tensor, un type de tensor à dimension 0 parce que là, on n'a pas de liste. Donc, à partir du moment où vous créez un tensor et que vous mettez une liste, c'est considéré comme un tensor de rank 1 ou de degré 1 ou de dimension 1. Donc, voilà, lorsqu'on met une liste directement comme ça, on a une dimension 1. Donc, à mémoriser bêtement, c'est que lorsqu'on crée un tensor avec une liste comme ici ou un array, c'est considéré comme un tensor de dimension 1. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez voir qu'on a une liste, premièrement, qui va donc contenir d'autres listes. Là, on a un tensor de dimension 2 parce qu'on a d'abord un premier array dans lequel on a d'autres types d'arrays. Donc, ça fait un array qui contient d'autres arrays qui est donc une dimension 2. On peut donc mesurer le rang pour la dimension d'un tensor par la profondeur, je veux dire, par la profondeur d'imbrication des listes qu'il y a dans une liste. Donc là, comme on a une liste et d'autres listes imbriquées, on a donc une dimension 2. Maintenant, si nous tombons par exemple là à ce niveau, comment voir la dimension d'un tensor? On fait donc tf.rank et là, vous pouvez avoir le shape, quelque chose que nous parlerons plus tard. Ensuite, on a donc NumPy 2 à ce niveau pour dire tout simplement que ceci, c'est un tensor de rank 2. Donc, si je remplace rank de tensor par number pour pouvoir trouver sa dimension, là, je fais comme ceci et je peux faire CTRL-Entrée. CTRL-Entrée, c'est un raccourci sur les notebooks qui permet directement d'exécuter la cellule active. On peut faire Shift-Entrée pour exécuter et passer à la cellule suivante comme ici. Donc, c'est des petits raccourcis qui peuvent vous aider à exécuter. Donc là, je fais CTRL-Entrée. Vous voyez que ça fait la même chose. Et là, on a une erreur. Donc, on a l'erreur parce que number n'est pas défini. Donc, je vais remonter au début à ce niveau et je veux recommencer à exécuter. Donc, je fais Shift-Entrée. J'exécute. Je fais Shift-Entrée. Voilà. Je fais Shift-Entrée. Je veux réexécuter tout ça à partir de 0. Donc là, j'ai exécuté number. Je réexécute aussi à ce niveau. Et ensuite, si je réexécute maintenant number, CTRL-Entrée, ça devrait marcher. Et là, vous avez la dimension qui est égale à 0. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est une sorte de flat tensor. Donc, un tensor à dimension 0 ou à rank 0. Maintenant, parlons donc des shapes du tensor. Alors, à présent, on peut tomber au shape du tensor. Le shape
en quelque sorte, ça veut dire forme ou représentation. Donc, et en français basique, on va dire juste que ça permet de déterminer le nombre d'éléments qui existent dans une dimension, donc le nombre d'éléments qui existent dans chaque liste. Par exemple, à ce niveau, si j'exécute ça, rank2.shape, donc là, ce n'est pas une méthode vraiment, mais on va exécuter. On a donc le premier 2 qui est le nombre de dimensions, donc vu qu'on a deux listes, première dimension, deuxième dimension, et ensuite le deuxième 2 qui est tout simplement le nombre d'éléments qu'on a dans les différentes dimensions. OK? Donc là, si j'ajoute par exemple comme ceci, et que je mets là comme ceci, et que j'exécute, voilà, j'exécute ça, et je reviens exécuter ceci, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3, 2. Donc on a 3 dimensions avec 3 éléments à l'intérieur de chaque dimension. Donc là, je peux par exemple mettre no. OK, et voilà, je peux mettre no et ajouter ça à tous les niveaux, comme ceci pour montrer. Et là, contrôle entrée, et là aussi, contrôle entrée. J'ai mis ça en commentaire malheureusement. Donc, contrôle entrée, là, vous avez 3, 3. Donc, qui exprime bien le nombre d'éléments pour chaque dimension et pour toutes les dimensions. Donc, le shape, en réalité, nous donne la forme de comment le tensor est représenté. Donc, c'est une sorte de propriété du tensor qui permet de voir, de connaître comment le tensor est représenté. Donc, voilà, dans l'exécution du graphe entier, dans l'exécution de ce qu'on va faire par la suite, vous allez voir que très souvent, on va travailler avec ce shape. Ça nous permet de connaître à chaque fois, de vérifier si deux objets sont identiques ou ont un même shape pour pouvoir travailler avec. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Si j'enlève ceci et que je fais contrôle entrée, on va voir une erreur parce que nos dimensions ne sont plus uniformisées. Donc, on a besoin que tout ça soit uniformisé et on peut donc utiliser ce shape comme une propriété de notre tensor pour vérifier l'uniformité, pour vérifier si c'est identifié à notre tensor, pour effectuer des opérations qu'on verra par la suite. Donc, je vais rentrer ceci à 3. Donc là, je vais mettre no une fois de plus. Et là, on a normalement l'erreur qui disparaît. Et donc, de la même façon, on peut chercher à voir le shape de rank 1. Voilà. Et le rang 1, vous allez voir, on a dimension 1. Et en termes d'éléments, on a un seul élément aussi. Donc, voilà. Donc, on peut donc passer au changement de shape, qui est très, très important parce que par la suite, lorsqu'on travaille sur les modèles, lorsqu'on travaille en IA, la plupart du temps, tout ce qu'on fait, c'est changer les formes, changer le shape de chaque tensor pour pouvoir adapter et travailler avec telle chose ou autre chose, pour multiplier, pour aller peut-être additionner, pour faire des choses. Donc, le shape, le concept de changement de shape est très, très important. Alors, comment on fait pour changer de shape? Pour changer de shape, il existe une méthode de TensorFlow qu'on appelle Reshape qui nous permet donc de changer de shape. Mais avant ça, on va voir la méthode Once. La méthode Once va récupérer un shape précis et va créer un tensor. Et dans ce tensor, il va le populer avec les valeurs 1. Donc là, je vais créer, par exemple, je vais exécuter ça en faisant déjà le print. Donc là, je vais essayer d'afficher tensor 1. Voilà, ensuite, je vais faire contrôle entrée pour exécuter. OK. Là, vous avez donc un tensor qui a été créé, vous voyez, aux mêmes dimensions, au même shape que le shape qui a été précisé en paramètre. Et là, vous avez donc le tensor. En explication simple, vous avez donc un d'abord qui est cette liste. Donc, on a une liste unique dans laquelle on a deux listes. Voilà, deux listes, les deux listes ici. Et dans les deux listes, on a trois éléments. Donc, 1, 3 éléments. Donc, voilà un peu comment tf.once fonctionne. Et c'est la même chose, il existe une autre méthode qui est zeros, qu'on peut aussi utiliser, mais en parallèle qui va remplacer plutôt avec des zéros. Donc, je vais revenir à once. OK. Donc là, on a donc cette méthode reshape de TensorFlow qui permet donc de changer le tensor, de changer le shape du tensor. Vu qu'on a un tensor qui a un shape de 1, 2, 3, comme on l'a montré tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer sa représentation de données. On peut changer son shape en lui donnant maintenant une forme de 2, 3, 1. OK? Maintenant, si j'essaye d'afficher tout ça, ça va faire concrètement quelque chose comme ceci. Tensor 2. Voilà, on a donc un tensor 2 qui veut tout simplement dire 2, 3, 1. Donc, au début, on a d'abord deux listes. Voilà. Donc, on a deux. Et dans les deux, on a donc
3 listes. Voilà, comme vous pouvez voir, 3 listes. Donc ensuite, on a un élément dans chaque liste. Donc 2, 3, 1. Maintenant, au niveau du tensor 3, maintenant, lorsqu'on revient à ce reshape et on met -1, attention, -1 ici, ce n'est pas en termes de programmation, ce que vous connaissez, mais le -1 ici va tout simplement demander au tensor de calculer le shape correspondant. Donc, quelque chose à constater, c'est que dans ce premier tensor, on a 6 éléments. On a d'abord 3 premiers éléments, ensuite on a 3 premiers autres éléments. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer donc un nouveau tensor de 3 listes. Et maintenant, vu qu'il a créé ce tensor de 3 listes, on lui demande de créer le nombre de shapes qui va correspondre à ces 6 éléments. Donc, techniquement, il s'agirait de 2. Donc, ça va faire 3. Non, voilà, c'est 3, 2, je pense. Oui, ça doit être 3, 2. Ok, 3, 2. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc, ça va être 3, 2 plutôt. Il va donc créer ce nouvel élément de 3, 2. Donc, voilà, on a 3 listes et 2 éléments. Ça, c'est en ce qui concerne le changement de forme, le changement de shape. Ensuite, on peut donc parler de l'évaluation d'une session. Je ne vais pas montrer grand-chose sur ce niveau-là parce qu'on verra ça dans la prochaine section dans le module 3. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'une session, c'est l'exécution d'une certaine partie du graphe. Et pour exécuter cette partie du graphe, il faut bien délimiter la session donc pour pouvoir exécuter ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, généralement, ce qu'on fait pour exécuter cette session, c'est qu'on utilise un template ou un code par défaut qui est toujours utilisé. On va donc faire quelque chose comme with tensorflow.session as tf. On va faire donc tensorflow.eval ou tout simplement faire des opérations dans cette section qui peuvent être intéressantes et qui manipulent véritablement le tensor. Alors, donc, comme j'ai dit, je ne vais pas parler beaucoup là-dessus. C'est important juste de connaître les concepts. Ensuite, on parle donc de comment parcourir un tensor. De la définition du tensor qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on pouvait considérer cela comme un data point ou un objet. Il faut donc connaître comment parcourir. Par exemple, des tensors à 2 dimensions, comme nous avons ici une simple matrice, une matrice de base. Il y a des opérations qu'on peut effectuer là-dessus. Donc, dans un cas de création d'un tensor à 2 dimensions, par exemple, qui est considéré comme une matrice lorsque c'est 2 dimensions, on peut utiliser la méthode variable pour créer véritablement le tensor. Et lorsqu'on a créé, on peut effectuer toutes les opérations qu'on a vues tout à l'heure sur le tensor, à savoir le rank, le degré ou la dimension, et on peut aussi afficher son shape. Donc, vous voyez, on a son degré, on a son shape, et on peut afficher aussi le tensor, voilà. On a notre tensor qui est représenté de cette façon-là. À ce niveau, on a des petits exemples qui permettent de comprendre très rapidement comment parcourir ou faire du slicing sur du tensor. Et comme je vous ai dit, ça se comporte comme un objet Python, donc on peut parcourir à travers des index sur les arrêts. Ok? Donc à ce niveau, si on prend par exemple le dernier cas, si on prend le dernier cas, tensor 1, 2.3,0. Donc tout simplement, ce qu'on demande ici, c'est d'afficher les rows d'index 1 et d'index 3. Vous savez qu'en programmation, on parcourt les listes ou on parcourt un objet en commençant par l'index 0. Donc, on a l'index 0, l'index 1, l'index 2, l'index 3. Donc, l'index 1, ce serait ça qui se retrouve à ce niveau. Et l'index 3, ce serait ça qui se retrouve à ce niveau. Donc, passons donc au type de tensor. Les types qui peuvent exister ou les types dont on utilise pour créer les tensors. On a des variables, on a des constantes, on a des placeholders, on a des sparse tensors. Pour l'instant, on ne va pas trop se focaliser sur les deux derniers parce qu'on pourra faire ça plus tard. Mais ce qui est important maintenant pour nous de comprendre, c'est vraiment les variables et les tensors. Donc, variables, c'est comme les variables normales en programmation. On va utiliser les variables lorsqu'on pense qu'on peut modifier la valeur du tensor ou les éléments du tensor au cours de l'exécution de notre flow ou de notre session. Et si on utilise les constantes, ce qu'on est sûr qu'on ne va jamais modifier. Donc, ça se comporte comme la programmation normale. Okay. Ensuite, on a la source. Vous avez donc le lien du site de TensorFlow, de la documentation du tensor, comment il se comporte un tensor, qu'est-ce que c'est qu'un tensor. Donc, tout ce que vous verrez dans ce cours, dans les Google Colab Files, sont hautement inspirés ou beaucoup de petits exemples sont copiés du site de TensorFlow. Donc, vous pouvez aller guetter, c'est très important de toujours voir la documentation du framework ou de l'outil avec lequel vous travaillez. Donc, vous pouvez aller guetter de temps en temps pour avoir des trucs parfaits, pour voir l'évolution, etc. Donc, je vais partir sur mon notebook ici. Ce que je vais faire, c'est supprimer d'abord le print de la version et créer mon propre tensor. Donc, quelque chose comme tf.zeros. OK. Et lorsque je l'ai créé, je peux donc passer à une liste d'un certain shape. Donc, ça peut être 5, 5, 5, 5. Et là, je vais afficher pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Donc, si je fais CTRL Entrée, et si je veux changer par exemple la forme de notre tensor, je peux donc créer un nouveau tensor et je vais utiliser la méthode TensorFlow pour un reshape. Donc, je vais donc créer un nouveau tensor. Et je vais donc passer à une liste d'un certain shape. Donc, ça peut être 5, 5, 5, 5. Et là, je vais afficher pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Donc, si je fais CTRL Entrée, et si je veux changer par exemple la forme de notre tensor, je peux donc créer un nouveau tensor
qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on va passer premièrement le tensor T. Et après le tensor, on va passer une nouvelle forme, la nouvelle forme qu'on veut donner au tensor. Vu qu'on a un shape de 5, 5, 5, 5, donc il y a une certaine logique, ça fait 625. Donc le tensor qu'on va passer, si on veut par exemple aplatir notre tensor, on va donc donner à notre tensor une nouvelle forme de dimension 1. Donc ce qui va donc faire qu'on va mettre une liste ici et mettre 625. Donc si j'exécute ceci, ensuite je pourrais donc afficher T1. Et là, vous verrez la nouvelle forme de T1. On a donc aplati en une dimension 1. Tout ce que vous voyez ici n'est pas véritablement une matrice, c'est juste la façon d'afficher. Donc normalement, ça doit être sur une ligne, donc de dimension 1. Donc on peut décider aussi d'une autre façon de changer le shape. Encore une fois de plus, on peut donc mettre par exemple 125 et mettre -1 comme on a dit tout à l'heure. Donc en mettant -1, on demande au tensor de calculer le shape qui va correspondre puisqu'on a déjà utilisé 125. Et là, si j'affiche encore une fois de plus, il comprend donc rapidement que pour 125 éléments, il faut donc formater en 5 éléments dans chaque liste. Ok? Donc voilà un peu comment les tensors se présentent. On va pas aller très loin maintenant, mais dans la prochaine section, on pourra voir les corps algorithmes, appliquer les corps algorithmes avec TensorFlow. Donc pour cette session, il était important juste de pouvoir connaître qu'est-ce que c'est qu'un tensor, de connaître comment créer un tensor avec TF.variable ou TF.constant, de connaître ce que c'est qu'une session, de connaître ce que c'est qu'un graphe et tous ces mots-là qui tournent autour de l'environnement d'un tensor. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez surtout compris et assimilé la notion de tensor. Et je vous promets que dans la prochaine vidéo, on fera plus de code extra ou avancé si vous le voulez. Je vous dis donc à la prochaine pour le module 3 qui va concerner les corps algorithmes ou les algorithmes de base.